Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de nos grands entretiens. N'hésitez pas à soutenir notre radio. Storia Voce a besoin de vous pour développer ces émissions. À l'heure où cette émission est enregistrée, des dizaines d'ouvrages sont disponibles sur notre site internet grâce à nos éditeurs partenaires. Contre un don fait à notre association et en fonction de sa valeur, recevez un livre de votre choix, livre de poche, grand format ou bien format de luxe. Il y en a pour toutes les bourses. Rendez-vous donc sur notre site storiavoce.com, sur la page d'accueil du site, dans la rubrique Soutenez-nous. Vous le savez, notre représentation de l'histoire est trop souvent malheureusement liée à des œuvres de fiction. Mais le cinéma, tout comme la littérature, prend des libertés avec notre passé. Tout en respectant un vernis historique, le spectateur ou le lecteur est assez rapidement confronté à des raccourcis, des simplifications, voire des erreurs historiques. Un des exemples plus emblématiques de ces 20 dernières années est sans nul doute le personnage de Commode. Nous avons tous en tête l'image de cet empereur qui, dans le film de Ridley Scott, Gladiator, défie le général Maximus Decimus en trichant dans le fameux cirque romain. Storia Voce vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de ce personnage énigmatique qui était le fils de Marc Aurèle et de Faustine la jeune, mais aussi qui était sa sœur, Lucilia, la belle Lucilia, admirablement interprétée dans le film par Connie Nielsen. Est-ce que d'ailleurs Maximus a existé, tout comme les conjurations des sénateurs? C'est ce que nous allons découvrir avec Éric Tessier. Éric Tessier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes spécialiste de la Rome antique, auteur de nombreux ouvrages, maître de conférences à l'université de Nîmes. Alors, nous en avons discuté avant cette émission. Vous êtes spécialisé dans la connaissance du monde des gladiateurs, qui est en lien d'ailleurs avec notre sujet du jour, donc Commode, l'empereur gladiateur, tel est le sous-titre de votre biographie parue aux éditions Perrin. J'ai été surpris de voir, Éric Tessier, que ce livre est le premier livre écrit en langue française sur ce personnage. Oui, c'était un manque finalement dans la galerie des empereurs romains. Il manquait, il a suscité déjà 2 ou 3 la biographie donc en anglais, l'autre en italien, mais en français, donc c'était un manque. Donc il fallait combler cette lacune, donc je me suis employé à le faire. Alors c'est un personnage qu'il est naturellement difficile d'aborder pour des raisons qui concernent de manière générale l'histoire antique, pour un problème de source. Il n'y a que 3 grandes sources principales. Voilà, tout à fait. C'est ce qui arrive souvent. Bon, quand j'ai fait la biographie de Spartacus, je dirais c'était encore pire. Pour la biographie de Pompée, c'était un peu mieux. Mais voilà, l'ancien moderniste que je suis, évidemment, est passé de beaucoup de sources, presque trop des fois, à presque rien, ou en tout cas très peu. Donc il faut faire avec. Il faut du coup aussi, ça suscite un peu d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher du côté de l'épigraphie, du côté de la numismatique, du côté de l'art aussi. Il y a beaucoup de représentations de Commode. Donc ça remplace pas évidemment des textes qui ont disparu définitivement parce qu'ils n'ont pas été recopiés au Moyen-Âge, mais ça donne quelques indications, ça permet de préciser certaines choses, notamment au niveau chronologique. Donc on fait un peu feu de tout bois. Et avec ça, on essaie justement de resituer surtout le personnage dans son contexte, et notamment en l'occurrence, donc dans le contexte des gladiateurs, sur lequel, comme vous l'avez dit en introduction, on projette beaucoup de choses, de fantasmes, d'idées reçues, notamment par le biais du cinéma, et du cinéma hollywoodien, qui a une puissance de feu extraordinaire à ce niveau-là, quoi. Alors nous faisons partie, vous m'avez dit avant cette émission que le film Gladiator avait changé en quelque sorte votre vie. Oui, en tout cas, moi, ma vie d'historien, puisque j'étais à l'époque un enseignant-chercheur déjà, donc en histoire moderne, plus exactement sur la Révolution.
la Révolution française, histoire économique et sociale de la Révolution. Puis il y a eu ce film extraordinaire, donc sur Commode, sur Marc Aurèle, sur la Gladiature, sur Maximus, on en reparlera sans doute. Ça m'a beaucoup plu, je l'ai vu plusieurs fois, très nombreuses fois, puis ça m'a amené justement à découvrir un monde qui commençait juste à émerger, en tout cas en France, en Italie. C'est le monde de la reconstitution historique, le monde aussi de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire j'ai rencontré des gens justement qui commençaient donc à essayer d'expérimenter certaines choses, notamment sur le combat de gladiateurs. Et j'ai compris qu'il y avait là vraiment une piste très intéressante pour revenir sur des idées reçues, parce que comme tout le monde, pour moi, les gladiateurs, c'était les films péplum, c'était quelque chose de très violent, de très sanglant. Et finalement, par l'expérimentation, on a pu démontrer que c'était des combats qui étaient extrêmement normés, extrêmement techniques, et que bien loin de la débauche d'hémoglobine qu'on voit dans Gladiator, notamment, et dans bien d'autres films sur les gladiateurs, le sang coulait relativement peu. La mort était présente, mais c'était une possibilité, c'était jamais en tout cas quelque chose d'absolument indispensable, je dirais, ou fatal, en tout cas à l'époque qui nous concerne, donc l'époque de l'Empire romain. Et donc il était intéressant de démontrer ça, d'aller chercher les sources notamment iconographiques pour pouvoir donc donner une nouvelle image des gladiateurs. Donc de là d'autres livres, donc sur Spartacus d'abord, l'esclave gladiateur, et maintenant sur l'empereur gladiateur. Alors nous allons revenir sur le monde des gladiateurs, puisque encore une fois Commode ne peut pas être compris sans ce prisme. Je voudrais m'arrêter tout de même sur le fait que vous ayez travaillé au fond sur un des moments les plus importants de l'histoire de France, qui est la Révolution française. Est-ce que votre regard de moderniste ou de contemporanéiste vous a aidé dans vos travaux de recherche en histoire antique? Est-ce que les hommes pensent de la même façon, agissent de la même façon, sont mus par les mêmes sentiments, les mêmes passions? Alors il y a des points communs, c'est vrai, notamment pour la Révolution française. C'est vrai qu'on peut, par contre, je dirais presque le contraire, c'est-à-dire on peut pas comprendre la Révolution française si on connaît pas un peu l'histoire de Rome, parce que nos révolutionnaires se pensaient comme des Romains ou comme des Grecs de l'Antiquité. Bon, on pense à Gracchus Babeuf, par exemple, ils allaient jusqu'à se rebaptiser de certains noms romains. Donc il y a cet aspect-là, et c'est vrai qu'il y a des points communs, quoi. Les points communs, par exemple, entre le Premier Empire et l'Empire romain. Il y a des points communs aussi sur des sociétés qui sont, dans un cas comme dans l'autre, évoluées, mais qui sont pré-industrielles aussi. Donc il y a certains éléments finalement qui peuvent concorder. Donc dans ces deux périodes qui semblent très éloignées, mais qui ont quand même certains points communs. Alors, rentrons dans le sujet. Le premier paradoxe, c'est que Commode est associé à une forme de décadence, même pas une forme, une décadence. Or, nous sommes dans un contexte où l'Empire est à son apogée, et on ne peut pas travailler sans Commode sans avoir étudié la figure paternelle qu'est le grand Marc Aurèle. Ben oui, et donc Commode est vraiment à une position charnière, quoi. Il naît en 161. D'abord, c'est le premier empereur à naître dans la pourpre, donc la porphyrogénète, donc le terme un peu savant qui dit ça. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre presque 2 siècles après Auguste pour qu'un enfant naisse et dont on soit persuadé qu'il sera donc plus tard le successeur de son père. Ça s'est jamais passé auparavant, quoi. Donc il y a cet aspect-là, et donc en 161 justement, c'est le vieil Antonin le Pieux qui vient de mourir, qui était son grand-père par sa mère, le grand-père de Commode. Le nouvel empereur, c'est Marc Aurèle, comme on dit, donc le père de Commode. Et là, on est dans l'apogée de l'Empire romain, c'est-à-dire que on peut dire que tout va bien. C'est la Pax Romana, c'est quelque chose l'Empire sera jamais aussi vaste. Et par contre, 31 ans, 32 ans donc plus tard, quand Commode est assassiné, là déjà, c'est pas la chute de l'Empire romain, on en est loin, mais il y a déjà des signes de craquement, il y a des signes d'affaiblissement qui sont apparus. Alors on peut pas parler encore, je dirais, de décadence de l'Empire romain, ou en tout cas ce qu'on projette sur Commode n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Je pense notamment au combat de gladiateurs, mais c'est vrai qu'il est à un moment donc important où l'Empire est entré dans une spirale de déclin, il faut bien le dire, mais qui l'amènera beaucoup plus tard, 3 siècles plus tard, à
la disparition, en tout cas pour la partie occidentale de l'Empire, quoi. Je dis, ce sont les derniers mots de votre conclusion, ce n'est pas le début de la fin, c'est la fin du commencement. Moi, j'ai emprunté ça à Churchill parce que j'aime bien aussi la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un peu ça, oui, c'est la fin du commencement, c'est-à-dire c'est la fin de l'Empire que l'on a connu dans la Pax Romana, c'est la fin en quelque sorte de ce principat qui avait été mis en place par Auguste, c'est-à-dire au début une monarchie qui veut pas dire son nom. Bon, on est allé au fil du temps de plus en plus vers une monarchie qui dit vraiment son nom, mais il y a toujours le Sénat. Donc il sera encore là après la mort de Commode, mais c'est vrai qu'il aura pratiquement plus aucun pouvoir, plus aucun sens. Donc c'est vrai que on a fini la première période, on n'est pas loin de la fin du Haut Empire romain, et on va aborder des périodes plus sombres, et finalement le règne de Commode en fait un peu partie. Le Principat, ce n'est pas une monarchie. Et oui, le princeps, le primus inter pares, le premier parmi ses pairs, parmi ses égaux, c'était ce système très habile et très très subtil qu'avait mis en place Auguste. Bon, lui, il n'avait pas voulu faire l'erreur de son père, qui d'ailleurs ne l'avait pas fait. Donc son père adoptif, César, qui ne s'était jamais proclamé roi, mais on avait finalement suggéré que César voulait devenir roi. Rex pour les Romains, c'est presque un gros mot, quoi. Ça renvoie au roi étrusque, ça renvoie à la tyrannie, ça renvoie à l'absence de liberté, puisque bon, c'est un autre peuple qui impose sa loi. Donc César en était mort, puisqu'il y avait eu un complot contre lui à cause de ça. Auguste très habilement donc en a tiré les conclusions, c'est-à-dire que la République archaïque, oligarchique telle qu'elle était, cette aristocratie finalement de grands propriétaires pouvait contrôler une cité-État comme Rome, mais ne pouvait pas contrôler donc tout un empire où il fallait intégrer de plus en plus de provinciaux. Il fallait une tête donc au sommet de l'édifice, c'était Auguste, mais en habillant ça d'une toge finalement républicaine, on peut dire, c'est-à-dire que les apparences étaient sauves. C'est pour ça que le Principat, que nous on appelle l'Empire, qui n'a pas vraiment de sens du point de vue romain, que du point de vue latin, c'est, je dirais, une monarchie un peu déguisée, une monarchie qui dit pas son nom et qui sauve un peu les apparences, c'est-à-dire que le Sénat est toujours là, les magistrats sont toujours là, il y a toujours des consuls, des prêteurs, etc. Donc ça a été finalement le grand talent d'Auguste de permettre cette transition, donc entre ce qu'on appelle la République et ce qu'on appelle l'Empire. Nous, bon, les Romains parlaient de res publica finalement dans les deux cas, c'est-à-dire la chose publique, l'État. Et donc cet État, c'est vrai, est devenu de plus en plus monarchique, c'est-à-dire avec vraiment un empereur qui est à la tête de cet édifice très complexe et qui de fait donc gouverne seul, avec cette nuance que les bons empereurs maintiennent toujours le Sénat, maintiennent toujours donc des rapports, on va dire, cordiaux avec les sénateurs. Bon, lui, Commode, par contre, va pas avoir de très bons rapports avec le Sénat. Et comme c'est les sénateurs qui écrivent l'histoire romaine, évidemment, lui aura une très mauvaise image dans l'histoire. Donc, il faut aussi tenir compte de cela. Alors il naît dans une fratrie très importante, 13 enfants, 13 enfants, Faustine la jeune, mais alors il y a des rumeurs quand même autour de cette Faustine pour savoir si au fond cet enfant n'est pas adultérin. Oui, alors ça c'est évidemment quelque chose qui a été dit, en fait qu'on trouve surtout dans une seule source, et la source elle-même suggère que c'est un peu des commérages, on va dire apocryphes, c'est-à-dire qui ont pu être suggérés après la mort de Commode. Ce que l'on sait, c'est que Faustine certainement était assez légère, on va dire. Elle n'était pas d'une fidélité absolue, c'était même un sujet de moquerie du vivant, donc de Marc Aurèle même, qui lui, bon, ça finalement prenait ça avec beaucoup de philosophie apparemment. Donc de là, ça rendait la chose plausible. Surtout, ce qu'on a laissé entendre, c'est que Commode aurait été le fils d'un gladiateur. Bon, ceci étant fait pour expliquer cette passion pour la gladiature. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'elle aurait été finalement enceinte de ce gladiateur suite à un rêve. Donc, vous voyez, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc, je pense que Commode est bien le fils de son père. D'ailleurs, on a de très nombreux portraits des deux. Il y a quand même une certaine ressemblance. Alors, peut-être que justement, cette ressemblance est accentuée par les artistes. Mais il semble peu probable que Commode ne soit pas le fils de Marc Aurèle. Il a un frère jumeau. Oui, qui disparaît donc très jeune, à 5 ou 6 ans, donc qui a pu justement causer donc une perte, un traumatisme chez ce garçon, un manque quelque part. Il a aussi d'autres frères qui meurent tous en très bas âge. C'est le seul garçon de la fratrie qui survit. Il a des sœurs plus âgées, donc
notamment la fameuse Lucilla, dont on reparlera. Donc il vit finalement dans un monde un peu, je dirais pas de femme, son père fait attention à lui procurer les meilleurs professeurs du monde gréco-romain, on va dire, de cette époque-là. Il a une excellente éducation. Mais bon, c'est vrai, son entourage familial est plutôt féminin, d'autant que son père est occupé ailleurs. C'est une période justement de craquement. Il y a une campagne qui se joue donc dans l'actuel désert entre la Syrie et l'Irak, donc une campagne contre les Parthes qui est victorieuse pour les Romains. Mais les Romains en ramènent un cadeau empoisonné. C'est une épidémie qu'on appelle de peste, qui est probablement de variole et qui va constituer un choc démographique terrible qu'on a du mal à mesurer, puisqu'on n'a pas de source. On n'a plus de sources quantitatives, on n'a pas de recensement, mais les indices que nous avons peuvent laisser penser justement qu'il y a un vrai problème, qu'il y a une chute de la démographie, qui fait que l'Empire romain, à cause de ça, par cette épidémie qui va connaître d'autres récidives pendant la vie de Commode, fait que la population de l'Empire ne retrouvera plus son niveau de 161, le niveau de la naissance de Commode. Et comme c'est une société qui est pré-industrielle, il y a de richesses que d'hommes. C'est-à-dire moins d'hommes, c'est moins de producteurs, c'est moins de richesses, c'est moins de soldats aussi, à une époque justement où les frontières sont menacées, et pas seulement en Orient, mais aussi, dès que la guerre de Syrie est terminée, menacées sur tout le Danube. Donc c'est vraiment plusieurs peuples germaniques qui traversent le Danube et qui vont ravager donc cette partie-là de l'Empire, qui correspondrait aujourd'hui à l'Autriche, la Hongrie, la Slovénie et même l'Italie du Nord. Donc l'Italie est même menacée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis des siècles. La dernière grande invasion germanique, elle remontait à Marius, en 102, 105 avant Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose d'important et il manque de soldats. Et donc Marc Aurèle va avoir beaucoup de mal justement à pouvoir rejeter donc ces tribus germaniques de l'autre côté du Danube. Et c'est la situation que l'on voit donc au début du fameux film Gladiator et qui pour cela est assez juste, assez bien senti. Ça a un enfant capricieux qui à la fois montre à l'égard de la gladiature une passion quasi immédiate. C'est une passion d'adolescent. Ouais. C'est une passion d'adolescent, mais je dirais c'est absolument pas surprenant, quoi. Tacite déjà disait au siècle précédent que le sujet de conversation principal entre les professeurs et leurs élèves c'était les gladiateurs. Donc il faut bien resituer donc la gladiature pour ce qu'elle est. C'est presque un sport national. C'est quelque chose qu'il faudrait comparer par son impact au football aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on va construire des édifices énormes que sont les amphithéâtres. Il y en a 250 dans l'Empire romain. C'est pas un truc seulement de Romains. C'est, en tout cas, ça touche tout le monde, y compris les Grecs. Les Grecs font des combats de gladiateurs, même dans leurs grands théâtres. Donc, c'est un fait de société. C'est un ciment, je dirais, de cet empire romain qui est constitué de peuples extrêmement différents et qui se retrouvent dans cette gladiature parce que c'est pas ce qu'on imagine. La gladiature, c'est quelque chose qui est extrêmement normé, c'est plus des esclaves qui combattent comme gladiateurs, c'est des volontaires, c'est des gars qui sont extrêmement entraînés. Je dis des gars, d'ailleurs, il y a aussi des femmes gladiatrices. C'est des gens qui combattent pas comme on voit dans le film Gladiator en disant tiens, au dernier moment je prends tel casque ou tel casque. Non, ils sont dans des types de gladiateurs bien précis. On sait que Commode a toujours été sécutor, donc son adversaire ça a toujours été le rétiaire, donc celui qui a un trident et un filet. Donc on est dans quelque chose qui est extrêmement normé, quelque chose aussi qui a un lien avec le religieux, le funéraire aussi. On fait des combats de gladiateurs à l'occasion de funérailles d'un personnage important. On invoque les dieux comme à chaque fois qu'il y a un spectacle ou une cérémonie quelconque avant les combats gladiateurs. Il y a des arbitres aussi pendant les combats gladiateurs, autant de choses qu'on voit pas du tout dans les films péplum et qui resituent la gladiature à un autre niveau. Autre élément, c'est que la mort n'est pas systématique. On peut justement avoir la grâce du vaincu qui a bien combattu. Dans votre livre, vous placez la gladiature entre, j'allais dire, la passion que l'on peut avoir aujourd'hui pour le football, mais aussi dans sa dimension spirituelle, traditionnelle, dans la tauromachie. Oui, tout à fait. Alors peut-être c'est le Nîmois peut-être qui parle, puisque justement moi, j'ai la chance d'être dans une ville où sans chauvinisme on peut dire qu'on a l'amphithéâtre le mieux conservé au monde, beaucoup mieux conservé que le Colisée par exemple, qui est un grand amphithéâtre. Il avait 25 000 places à l'époque, ça le situait dans 20e position à peu près des amphithéâtres de l'Empire. Et cet amphithéâtre aujourd'hui, il sert toujours aussi à la tauromachie. Alors bon, je rentre pas dans le débat pour ou contre la
la tauromachie, c'est pas vraiment non plus ma culture, mais l'idée, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si vous allez donc assister à une corrida, que vous connaissez pas les codes, bah vous comprenez rien, quoi. Vous ennuyez, vous savez pas pourquoi les gens applaudissent, qu'est-ce qui s'est passé, donc. Et là, la gladiature, c'est un peu pareil. L'autre élément aussi, c'est que il y a une interaction avec trois intervenants. Il y a ceux qui combattent sur la piste, c'est-à-dire l'aréna, le sable, d'où le terme arène, le public qui interagit avec les combattants, et celui qui offre le combat, l'éditeur, à l'époque des gladiateurs, le président donc aujourd'hui de la tauromachie, là, de la corrida. Et donc il y a justement ces interactions avec même la musique aussi qui rentre en jeu. Donc il y a quelque chose d'assez similaire. Donc on a retrouvé finalement un peu les mêmes codes, puisque c'est un spectacle qui est lié au combat et à la mort, faut bien le dire, avec une interaction du public vis-à-vis donc du combattant. Donc ça, c'est pour le côté finalement élaboré entre guillemets, je dirais, des gladiateurs et de la tauromachie. Le foot, c'est parce que ça touche tout le monde. Ça touche depuis le dernier des esclaves jusqu'à l'empereur. Tout le monde est fan de gladiateurs, mis à part Marc Aurèle qui s'ennuie un peu parce que c'est toujours vous le montrez en train de faire en train d'administrer son empire. Voilà, il fait son courrier pendant ce temps. Ce qui est très mal vu par les Romains en disant mais il est pas comme nous ce gars-là. Comment il peut ne pas aimer la gladiature? On peut comparer ça donc un peu au président de la République qui vont dans les jours de par obligation. Ouais. Alors par obligation, j'en sais rien, je sais pas s'ils sont fans, mais pas pour Emmanuel Macron en tous les cas, voilà, Nicolas Sarkozy. Voilà, donc il y en a qui sont plutôt fans. Moi, je me souviens de la première Coupe du Monde remportée, où Chirac était avec son écharpe autour du cou. C'était de dire, voyez le message, en fait, que le président soit fan de foot ou pas, peu importe. Mais le message, c'est de dire, voyez, je suis comme vous, quoi. Et pour les gladiateurs, c'était un peu ça. Le pouce levé. Alors ça, c'est une invention. C'était plutôt une erreur, quoi. C'est un peintre, c'est Jérôme, un grand peintre oublié, un grand peintre à l'époque, mais oublié depuis. C'est un peintre pompier, comme on dit un peu de manière méprisante, qui a fait un tableau que je trouve très intéressant. C'est le fameux Pollice Verso. Alors justement, c'est un terme qu'on trouve dans la littérature latine une fois seulement, et qu'il a mal traduit. Il a traduit un peu à l'italienne. Pour lui, verso, c'était reverso, c'est-à-dire retourner. Et en fait, il en a fait un tableau qui par ailleurs est très intéressant. Il met en scène le Colisée, il met en scène les casques qu'avaient les gladiateurs à l'époque. Il est allé justement les chercher à Pompéi, il en a fait faire des reproductions pour être vraiment très près de la réalité. Donc tout est vrai dans le tableau, sauf finalement le pouce retourné. En fait, on fait pas ça à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est en fait la vraie traduction, ça serait le pouce vers, le pouce dirigé vers, donc la main ouverte et le pouce qui est sorti. Et parce que si on devait compter les pouces retournés ou levés dans les 50 000 spectateurs du Colisée, on y serait encore, quoi, parce qu'il n'y a pas la zapette pour dire pour la vie taper A, pour la mort taper B. Donc c'est une idée reçue. La réalité, c'est qu'en fait, pour demander la grâce, ce qu'on demande finalement le plus souvent, on agite un mouchoir, on agite la mappa, c'est-à-dire une sorte de serviette que tout Romain a sur lui, quoi. Et donc on peut visualiser ça donc dans l'arène. On peut voir justement l'éditeur, celui qui offre les jeux, peut voir quelle est la tendance du public, c'est-à-dire s'ils veulent justement sauver un gladiateur vaincu mais valeureux, ou liquider quelqu'un qui est finalement qui est couard, qui a mal joué, qui a mal combattu, et lui on peut l'égorger. C'est ça la réalité de la gladiature à l'époque. Alors revenons à l'histoire de Commode. Dans le film de Ridley Scott, on voit Commode tuer son père. Alors, est-ce qu'il a été parricide? Alors déjà, oui, dans la mauvaise réputation de Commode, il a ça au basque. C'est-à-dire que c'est pas seulement Ridley Scott, c'est qu'il y a eu un précédent. Il y a eu un grand péplum dans les années 50 avec Sophia Loren, ça s'appelait la chute de l'Empire romain, qui prenait exactement quasiment le même scénario, quoi. Un Commode parricide, un général qui est valeureux, qui va s'opposer à ce tyran. Et donc ça commence mal, oui, parce qu'on dit Commode a assassiné son père. Bon, franchement, je pense pas. Il y a une seule des sources qui suggère ça. C'est Dion Cassius.
moi, je pense que c'est pas possible parce que il y a pas de motif, quoi. Je veux dire, il y a pas de mobile. Pourquoi? Parce que Marc Aurèle est malade, on le sait, il est vieux, il est souffrant. Il n'a jamais finalement dit autre chose que le fait que Commode sera son successeur. Il a d'ailleurs déjà même associé à l'Empire. Au moment où Marc Aurèle meurt, il est déjà co-empereur, donc ça serait difficile de l'éliminer. Et on peut dire qu'il est déjà adoubé par son père. Donc il y a ce premier point. Ensuite, on sait par les sources, y compris d'ailleurs dans le Dion Cassius, que Marc Aurèle mourant réunit autour de lui, parce qu'il n'est pas à Rome, il est près de Vienne en Autriche, il est sur le front du Danube. Il réunit autour de lui les principaux sénateurs qui l'ont accompagné, les généraux de l'armée, pour leur désigner son fils, dire voilà, c'est lui le successeur. Soyez avec lui comme vous avez été avec moi. Soyez ses pairs à présent, quoi. Donc il y a aucun, comme on dit, il n'y a pas de lézard. Marc Aurèle a bien désigné Commode comme son successeur. Il n'y a pas d'intérêt ni d'urgence à ce que ce jeune homme de 19 ans assassine son père, qu'il a toujours mis au premier rang. Donc ça, je pense pas que ce soit vrai. Donc il devient empereur. Il n'est pas à Rome à l'époque où il devient empereur. Il est en campagne militaire sur le front germanique. Il pense rentrer et finalement il entend ces généraux qui lui disent non, il faut rester. Il reste. Et on a l'impression que ces premiers mois, en tous les cas, révèlent un certain succès dans l'exercice du pouvoir. Absolument. C'est-à-dire, s'il était resté sur la lancée de ces 6 premiers mois, certainement qu'il serait resté différemment dans l'histoire. C'est aussi un argument pour dire qu'il n'a pas tué son père. Pourquoi? Parce qu'il est déjà donc avec son père donc sur cette frontière du Danube. C'est pas un endroit très très plaisant parce que ces provinces-là ont été ravagées par les invasions germaniques. Les Germains ont été repoussés. Marc Aurèle est en train de gagner la guerre, et donc on aurait pu dire ce jeune homme finalement qui ne s'intéresse qu'à ses jouissances veut retourner tout de suite à Rome et liquide pour ça son vieux père. C'est pas du tout ce qu'il fait. Il va rester 6 mois, donc c'est-à-dire qu'il fait toute une campagne. Marc Aurèle meurt à la fin de l'hiver et Commode rentre à Rome seulement en octobre, donc il fait toute la campagne donc d'été donc sur le Danube. Il parachève l'œuvre de son père, il signe des traités donc avec les tribus germaniques, mais des traités victorieux, donc où il soumet donc ces barbares à un tribut, il leur impose justement de se replier loin du Danube. Il en installe certains donc dans les régions qu'ils avaient eux-mêmes ravagées pour les repeupler en fait. Donc il y a une œuvre qui est plutôt satisfaisante. Il finit bien les campagnes de son père. L'autre élément qui est important pour comprendre ça, c'est qu'il est déjà donc dans les camps militaires depuis au moins 2 ans avec son père, qu'il est déjà passionné de gladiature, et que la gladiature à l'époque c'est aussi un entraînement pour les soldats. Et ces premières exhibitions, qui sans doute l'ont marqué, se fait dans des amphithéâtres de bois, que l'on a retrouvés d'ailleurs même dans les camps militaires de cette époque-là, parce que ce sont des entraîneurs de gladiateurs qui entraînent les légionnaires et pas le contraire. Et donc il faut se mettre à la place de ces troufions de l'époque, qui voient donc le fils d'un empereur lui-même en titre, finalement co-empereur, qui combattent comme eux, avec des armes mouchetées contre des adversaires. Et là, ça doit le rendre très populaire. Donc, et c'est vrai que l'armée va lui rester fidèle pendant tout son règne. Donc, à l'exception de quelques légions donc en Bretagne, mais tout le reste ne va pas bouger. Donc, l'armée lui sera certainement attachée, peut-être grâce à ce souvenir de sa présence dans les camps. Quand il rentre à Rome, il est acclamé? Oui, il est acclamé parce que avec lui, c'est le retour d'un empereur, parce que l'empereur, c'est celui qui est source au fond de tout bien, quoi. C'est lui qui assure le pain et les jeux. Donc un empereur qui commence son règne va évidemment inaugurer ça avec beaucoup de cérémonies, de jeux, de combats gladiateurs notamment. Le peuple en est très content. Puis on peut estimer qu'après cette période qui a été plutôt sombre du règne de Marc Aurèle, où il y a eu ces épidémies, où il y a eu ces difficultés, on va peut-être retrouver les temps bénis du grand-père d'Antonin le Pieux. Donc certainement qu'il est bien accueilli par le peuple. Et le peuple lui est attaché un peu pour la même raison que les soldats, parce que le peuple se dit, il est comme nous, il aime les gladiateurs, et donc il s'enthousiasme, il s'enflamme en assistant à des combats
qu'il offre lui-même. Donc tout pour être populaire à Rome à cette époque-là. On en fait un populiste. Oui, on peut dire ça. Et précisément, quel est l'élément qui va au fond gripper la machine et qui va amener toute une série de complots dont le principal sera celui qui sera mené par sa propre sœur, Lucilia. Alors, il faut comprendre qu'à cette époque-là, on est vraiment dans un esprit dynastique, un esprit de cour, avec tous les complots qu'il peut y avoir justement dans une cour, les complots de palais, quoi. Et c'est vrai que on est dans un monde où Commode, donc, qui est je l'ai dit, le petit-fils donc d'un empereur, Antonin le Pieux. Il est le fils d'un autre empereur, Marc Aurèle. Il est le fils d'une impératrice. Une impératrice, bon, le terme n'est pas de l'époque, on dirait une Augusta. Comme le titre qui correspondrait à empereur, c'est Augustus. C'est-à-dire digne des dieux. C'est-à-dire c'est l'antichambre d'être divinisé. C'est-à-dire que quand on est une Augusta, on est d'une autre espèce, quoi. Les bonnes Augustae, les bons Augusti vont avoir leur statut dans les temples et seront l'objet de culte. Oui. C'est pas juste de la représentation, ça a une importance. Et donc que Commode, depuis la naissance, et encore une fois c'est le premier, a grandi comme ça en disant tu es d'une autre espèce. Mais ce que l'on dit au jeune Commode, on va le dire aussi à son entourage, et notamment à son entourage féminin. La fameuse Lucilla, qui est très bien incarnée dans le film Gladiator. Magnifiquement incarnée. Magnifiquement, on s'en souvient tous. Hein. C'est vraiment une très belle actrice, une très bonne actrice aussi. Non mais elle dégage, en plus, elle dégage quelque chose. Elle dégage un charisme voilà. qui n'a rien à voir avec la petitesse de son frère. Or, vous citez Dion Cassius, qui affirme qu'elle n'était ni plus sage ni moins déréglée que son frère Commode. Absolument. On la montre un peu comme une victime au fond dans le film. Elle est tremblante pour son fils, etc. Dans la réalité, elle a été finalement éduquée par une mère qui avait une forte personnalité, Faustine la Jeune, qui l'a éduquée dans cette idée qu'elle était finalement d'une autre espèce. En plus, elle-même a épousé un empereur, Lucius Verus, qui était co-empereur en même temps donc que Marc Aurèle au début de son règne. Lucius Verus meurt de ses débauches d'ailleurs, et du coup elle a beaucoup tenu à conserver son titre d'Augusta, donc digne des dieux. Mais le problème c'est que maintenant Marc Aurèle est mort, Commode, son frère, devient donc l'empereur, il s'est marié, et du coup l'Augusta c'est la femme de l'empereur, ça peut plus être juste la sœur, ça pouvait marcher tant qu'il y avait, la mère était morte, le fils était pas encore marié, et là elle descend d'un cran, et elle supporte pas. Et donc c'est ça qui motive justement un complot qui est peut-être pas le premier, parce que sans doute que Faustine la Jeune, alors que Commode a à peine 15 ans, elle aussi a comploté, elle aussi s'est rapprochée de conjurés qui auraient pu justement entraîner l'assassinat à la fois de Marc Aurèle mais aussi du jeune Commode. Donc déjà, quand vous avez votre mère qui complote contre vous, c'est pas terrible. Et là, Patatrac, il a à peine 20 ans, c'est sa sœur, et là c'est pas des on-dit, sa sœur justement est l'âme d'un complot où on va essayer de poignarder Commode. Commode réussit donc à se débarrasser de son agresseur, sans doute parce qu'il est justement éduqué aux arts martiaux, sans doute parce qu'il sait se battre donc en tant que gladiateur. Et de là va commencer, on peut bien le dire, une paranoïa. Il se méfie de tout le monde, parce que dans ce complot, il y a pas que sa sœur, il y a des gens très haut placés dans l'aristocratie, des gens de sa famille, des sénateurs, il y a donc quelqu'un qui a la tête de ses cohortes prétoriennes. Donc finalement les poignards sont tout autour de lui, et donc c'est là où les choses vont commencer à dérailler, à faire que Commode va se replier sur lui-même, il va s'enfermer dans ses palais avec des fidèles qui sont de plus en plus des débauchés, c'est-à-dire c'est plus des sénateurs, c'est plus même des chevaliers, c'est des gens qui sont des affranchis, d'anciens esclaves, des gens qui se vautrent dans la débauche et entraînent Commode. Et donc c'est pour ça que Commode s'éloigne des manettes, on va dire, du pouvoir, et délègue de plus en plus à des gens qui sont de moins en moins recommandables. Alors nous sommes sur le complot de sa sœur, nous sommes en 181-182. Je vous cite Éric Tessier: une véritable purge touche alors les plus hautes sphères de la société romaine. Parmi les victimes, on compte notamment la totalité des membres de la puissante maison des Quintili. À la tête de ce clan se trouvent les deux frères Condianus et Maximus.
c'est le fameux Maximus. Est-ce que vous pensez que Ridley Scott a cherché un nom dans les non pas les conjurés, parce que de ce qu'on lit, ces personnages étaient parfaitement innocents et n'en voulaient absolument pas. On les a liquidés Commode. parce qu'ils étaient très riches et pour récupérer en fait leur fortune, quoi, tout simplement, quoi. C'était un peu l'objectif. Alors le nom de Maximus, le fameux, il a pu être pris là parce que oui, il y a ce Maximus donc qui apparaît. En fait, au-delà du nom, parce que là l'histoire de cette victime de Commode n'a rien à voir avec l'histoire du général Maximus. Je pense qu'on a fait un mixte à l'époque. Enfin, les scénaristes ont fait un mix. Il y en a un autre qui est important, c'est Pompeianus, c'est-à-dire un général qui a été le deuxième mari de sa sœur, donc qui est son beau-frère. C'est un homme assez âgé, c'est un homme qui a beaucoup d'expérience, et lui il incarne finalement le vieux général assez valeureux qui est sorti un peu du rang, qui va rester finalement en marge du règne de Commode. Donc c'est un peu ces vertus romaines, quoi, qu'il incarne, que les scénaristes ont certainement récupéré. Après, bon, l'image même du général Maximus du film, il n'existe pas, quoi. On n'a pas ça. On est assez loin de la réalité. On n'a pas un général qui est tombé en disgrâce, qu'on a voulu. Bon, ça c'est purement de la fiction. De la fiction. Mais bon, on peut faire des enfants à l'histoire, du moment que ce sont des beaux enfants, quoi. C'est sûr que le scénario de Gladiator est très accrocheur. Dans Gladiator, tout ce qui est sur la gladiature, c'est faux. Donc ça c'est bien, tout peut être rejeté. On a des casques, mais c'est du délire, quoi. Ça va moi j'ai vu des casques qui étaient du 5e siècle avant jusqu'au 13e siècle après, quoi. Je veux dire, on dirait qu'ils ont pris tous les casques, sauf les casques de gladiateurs, pratiquement. Donc ça c'est de l'invention. Les modes de combat de gladiateurs, c'est très 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 loin de la réalité. Mais Ridley Scott a réussi à trouver, peut-être ce qui est le plus important dans un film historique, c'est la couleur, quoi. C'est l'atmosphère. C'est ce côté complot, conjuration de palais, la paranoïa de l'empereur, le jeu trouble de certains sénateurs. Donc tout ça, et puis surtout la passion du public pour les combats gladiateurs. Donc tout n'est pas à jeter. Il y a des choses intéressantes dedans, quoi. Donc Commode entre dans l'arène. Comment une telle action est vue et considérée ? J'allais dire, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, Emmanuel Macron sur un terrain de foot ? C'est inimaginable. Est-ce que le sentiment que l'on aurait face à Emmanuel Macron sur un terrain de foot, se mettant en scène, sans avoir les talents footballistiques, il a d'autres talents, est-ce que Commode, peut être considéré comme sortant des règles de bienséance sociale de l'époque? Alors là, justement, c'est là toute la question, finalement, de l'image de Commode. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que c'est pas une lubie. C'est quelque chose qui vient de l'enfance. Le fait d'avoir certainement eu un ou plusieurs doctorats, c'est-à-dire des entraîneurs de gladiateurs, comme on peut avoir des coachs sportifs aujourd'hui, quoi. Ça, il a commencé entre guillemets à s'exhiber, comme j'ai dit, dans des arènes militaires. Mais ça, c'est très bien, c'est très positif. Ça veut dire qu'il a conservé les vertus militaires de l'époque romaine ancienne. Ensuite, il revient, il offre des combats gladiateurs, tout ce qu'il y a de plus normal. Tous les autres empereurs, y compris Marc Aurèle, ont offert beaucoup de combats gladiateurs au peuple, parce que c'est normal, c'est la norme. Après, ce qui se passe, c'est qu'il va s'enfermer dans ses palais, il va continuer à faire le gladiateur, mais il va le faire de manière de plus en plus, on peut dire, cruelle, dans le sens qu'il va verser le sang. Mais ça, à la limite, ça serait presque normal pour un combat gladiateur à armes réelles. À part que lui, il a de véritables armes, mais il combat des gladiateurs qui ont des armes d'entraînement, des armes mouchetées. Donc c'est évidemment déjà, ça relève du crime. Mais tant que ça reste dans le cadre d'une petite cour de courtisans qui sont là pour applaudir les exploits de leur maître, finalement ça sort pas de là, ça reste dans le secret des palais. Il se passe beaucoup de choses derrière les murs des palais que le commun ignore. Là où ça va dérailler, c'est quand il se persuade lui-même qu'il est vraiment un gladiateur. Il s'autoproclame prince des sécoutors. Donc le sécoutor, c'est un type de gladiateur avec 1000 victoires. Alors là, c'est du lire. On a beaucoup de stèles de gladiateurs où ils nous annoncent leur palmarès. La moyenne, c'est 25 victoires pour les grands gladiateurs. Donc vous voyez un peu 1000 victoires. En fait, il a compté ses combats d'entraînement. C'est juste ça. Donc ça, c'est un peu du délire. Et puis un jour, il dit, moi, je vais combattre dans le Colisée avec des vrais gladiateurs.
Alors là, pour revenir à la question, c'est un peu, oui, comme si Emmanuel Macron était sélectionné dans l'équipe de France pour une finale de Coupe du Monde. Ça aurait cet impact-là. Je dirais, mais bon, si on l'a sélectionné, c'est qu'il est bon, c'est qu'il va vraiment faire le show. Donc évidemment, ça doit avoir un impact énorme. C'est pas ça qui choque au fond, enfin en tout cas qui choque le peuple, si ça choque les sénateurs, parce que c'est un empereur qui s'exhibe, qui s'offre en public et à moitié nu. C'est ça, un gladiateur. Hein. Il n'est pas recouvert d'une armure, hein. Il a très peu de protection. C'est de l'exhibitionnisme, mais pour le peuple au début, je dis waouh, c'est incroyable, c'est du jamais vu, c'est extraordinaire. Et là où la déception, c'est que quand le peuple voit ce que les courtisans voyaient dans le secret des palais, c'est-à-dire un empereur qui triche. Un empereur qui a de véritables armes, qui est accompagné donc du préfet de la garde prétorienne, qui est en armes, c'est un peu le Quintus du film, qui est accompagné de son chambellan, lui aussi en armes, donc ils sont 3 armés jusqu'aux dents, face à un pauvre héritière qui lui n'a qu'une dague en bois et un trident moucheté. Donc forcément, c'est ça qui choque, quoi. C'est ça qui choque, et puis il le sent bien. À un moment donné, il voit que la foule n'est plus du tout en phase avec lui, parce que 50 000 spectateurs dans le Colisée, croyez-moi, ça fait du bruit, quoi. Ça remue. Et donc il se dit, même il a un coup de folie. Il ordonne donc au préfet du prétoire, mais tuez-les tous, quoi. Donc, ils sont 50 000, ça fait un peu beaucoup. Donc, on voit qu'il y a vraiment une rupture à ce moment-là. Du coup, lui-même renonce à ses combats gladiateurs, il va seulement faire le chasseur, mais là aussi il triche, quoi. C'est-à-dire c'est de la boucherie, quoi. Il tue des animaux sauvages, mais ça, bon, être chasseur, c'est ce qu'on fait le matin dans les amphithéâtres. Et les gladiateurs, c'est l'après-midi, parce que les chasseurs, c'est des professionnels, mais ils sont quand même beaucoup moins célèbres que les gladiateurs. Donc il doit déjà se rabattre dans ses ambitions, mais à la sortie, l'effet médiatique, je dirais, est déplorable, quoi. Il a rompu le lien qu'il avait su garder avec le peuple, qui adulait Commode pour toutes ces raisons-là, et là il s'est complètement déconsidéré. Donc alors il était déjà par rapport aux sénateurs qui ont passé son règne à trembler parce qu'il en a tué beaucoup de sénateurs, et le peuple était son appui, le peuple avait foi, on va dire, en Commode, et là c'est la rupture, et donc là Commode se retrouve tout seul, le roi est nu à ce moment-là. Est-ce qu'on peut sauver Commode dans le sens, vous montrez son administration, sa politique, le fait qu'il ait été chef de guerre, mais il a eu, un peu comme Marc Aurèle d'ailleurs, dans le contexte que vous présentez au début de votre ouvrage, il n'a pas eu un contexte facile, il n'a pas eu, j'allais dire, un environnement facile, propice à l'exercice d'une bonne politique. Ça c'est certain, il y a des choses des problèmes qui lui échappent complètement. Les épidémies, c'est pas de son fait, il y est pour rien. Donc ça, c'est des choses aussi qui recommencent sous le règne personnel de Commode. Ceci dit, on peut difficilement non plus le sauver. C'est-à-dire, on peut difficilement, de toute façon, c'est pas le but d'une biographie, mais le réhabiliter, c'est difficile, parce que ce qu'on peut lui reprocher, c'est que c'était un peu le principe, c'est après moi le déluge. C'est-à-dire qu'il s'est désintéressé au fond du fonctionnement de l'Empire. Il a tout délégué à ses chambellans qui est, avec notamment le terrible Cléander, qui était un ancien esclave affranchi, qui était l'homme on pourrait dire, pour caricaturer un peu, l'homme des orgies de son oncle Lucius Verus, là, qui était mort alors que Commode était jeune. C'est lui qui est l'ordonnateur des menus et des grands plaisirs de Commode, et surtout c'est lui finalement qui dirige tout, quoi. C'est lui qui a capté finalement le pouvoir, qui a les manettes, et qui va s'en servir pour placer dans les provinces comme gouverneurs des gens qui ont acheté leur poste. Il va distribuer les titres de sénateurs, là aussi contre argent. Et une fois que ces gens-là qui ont payé beaucoup, par exemple, pour avoir le titre très honorifique d'un gouverneur de province, mais ils vont faire leur retour sur investissement, c'est-à-dire qu'ils vont inventer des taxes, de nouveaux péages, de nouvelles taxes, qui ne sont pas pour le trésor de Rome, mais qui sont pour leur propre profit, alors même qu'on est dans une situation économiquement qu'on peut deviner les difficultés, c'est-à-dire comme moindre population, moindre production, on a des révoltes paysannes notamment, on a cette révolte de Maternus qui est assez mal connue mais qui ressemble un peu à la révolte de Spartacus. C'est parti d'un soldat déserteur, il part de l'Alsace actuelle, de Strasbourg, et puis il va traverser avec une troupe qui va se grossir sans cesse, non pas d'esclaves mais plutôt de déserteurs et de paysans, donc en
rupture de ban parce que écrasé de taxes, écrasé d'impôts, il va payer une partie de la Gaule. Des villes qui sont ouvertes, des villes qui sont sans garnison. On se fait une image de l'Empire romain assez totalitaire. On imagine un peu l'URSS. Ce qui est complètement idiot. C'est complètement idiot parce que les gens ne se pensent plus comme Gaulois au IIe siècle. Ils se pensent comme Romains. Et pareil pour les Syriens, pareil pour l'Afrique du Nord, les Espagnols. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des troupes à l'intérieur de l'Empire. Et donc une fois qu'il y a une troupe, on va dire, hostile, qu'elle soit de barbares ou de révoltés qui sont lâchés là-dedans, c'est très difficile de les stopper. Donc on voit qu'il y a un problème interne, on voit que Commode finalement a laissé faire, quoi. Le Commode s'en est un peu désintéressé, on le voit pas présent, contrairement à son père qui lui était sur le front, quoi, sans cesse, contrairement à Adrien qui était un excellent empereur qui a voyagé dans toutes les provinces de son empire. Donc ça c'est vraiment finalement un peu ce que je dis, ça a été un empire en pilotage automatique, quoi. Donc il y a plus personne dans le cockpit, mais l'empire tient debout. Et ça on peut dire que c'est le fruit de l'œuvre d'Auguste, quoi, qui avait conçu cet empire qui, contrairement à l'image qu'on s'en fait, est plutôt un empire décentralisé où les cités, quand je dis cités, c'est pas juste les villes, c'est la ville et le territoire qui en dépend, s'auto-administrent. Et donc tant qu'on laisse faire ça, tant qu'il y a justement très peu de taxes, très peu de douanes intérieures, il y a beaucoup de marchandises, de richesses qui s'échangent, qui se distribuent. C'est ça la Pax Romana, c'est 150 ans les 150 glorieuses, quoi, 150 ans de croissance économique. Et là, ça se grippe, ça fonctionne encore parce que, on dirait aujourd'hui, la technostructure est là, les généraux sont toujours de bons généraux, les frontières ne craquent pas, mais il y a plus de pilotes, quoi. Et donc, on aurait pu espérer quelqu'un qui relance la machine grâce à la paix que Marc Aurèle avait pu rétablir. Là on a une absence, on a des parasites, on a des gens qui profitent qui sont comme des parasites sur la bête et qui l'affaiblissent. Ils réussissent pas à la tuer, elle mettra 3 siècles à mourir encore, hein, donc il y a du temps. Mais finalement il a pas été là, c'est son absence qu'on peut lui reprocher, quoi. Et pourtant, à la différence de Marc Aurèle, vous le montrez très bien, il ne persécute pas les chrétiens. Ah oui, alors la persécution de Marc Aurèle, faut la relativiser comme il faut, je pense, relativiser en général. Vous en parlez à propos de Sainte Blandine. Voilà, c'est 177, quoi. Donc c'est la seule persécution, en tout cas la première dont on a une trace de chrétiens en Gaule. Faut dire qu'à cette époque-là, il y en a pas beaucoup des chrétiens, il y en a très peu, et en plus ils sont pas les seuls sur le marché. Le marché, je dirais, d'une espérance d'après la mort. C'est vrai que les religions traditionnelles gréco-romaines ne disent pas trop ce qui se passe après, donc on va dans des enfers, mais c'est pas des enfers où il y a une punition quelconque, il y a une après-vie, comme on dit dans Gladiator, quoi. C'est un peu le monde un peu des Champs-Élysées, des limbes, on sait pas trop à quoi ça correspond. Mais on a à cette époque-là des religions dites orientales, mais en fait qui sont des religions polythéistes un peu comme les autres, comme le culte d'Isis par exemple, comme le culte de Cybèle, qui sont des religions qui parlent de résurrection. Et parmi ces religions, il y en a une qui a une spécificité qui est monothéiste, c'est le christianisme qui parle là aussi de résurrection. Et ils sont sur le même créneau, je veux dire, c'est-à-dire que les fêtes se passent au printemps, donc à Pâques. Et à Lyon, il y a eu justement un télescopage apparemment, donc entre des fidèles de Cybèle et les fidèles du Christ, qui en plus à Lyon, c'est des orientaux, c'est des gens qui sont fraîchement arrivés en Gaule. Apparemment, c'est même un ancien prêtre de Cybèle qui est à leur tête, donc on voit qu'il y a quand même une perméabilité entre les deux. Et donc il y a une rixe où les chrétiens sont apparemment en minorité, quoi. Et donc bon, le gouverneur, à la limite, il tranche pas sur le débat théologique, je pense qu'il s'en moque complètement. Mais il dit, oula, c'est des agitateurs, donc il faut prendre des sanctions. Et donc, il va y avoir quelques chrétiens qui vont être persécutés à Lyon. À ce moment-là, on en a une trace, on en a les traces écrites. Et c'est vrai que Marc Aurèle, finalement, le gouverneur lui a demandé, parce qu'il y avait des citoyens romains, donc dans ces chrétiens, pas beaucoup d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont le droit de faire appel, donc qu'en pensent nos Césars, puisqu'il y a Marc Aurèle et le jeune Commode qui est déjà empereur. Pour lui, ça a été peut-être une expérience de gouvernement, et puis Marc Aurèle, ne va pas aller à l'encontre de ce qui a été dit du gouverneur, mais c'est pas pour autant qu'il va déclencher des persécutions. Donc il y en a eu assez peu finalement dans l'Empire romain, des persécutions généralisées. Mais dans le cas de Commode, il y a l'influence d'une personne de son entourage, Marcia, qui est une affranchie, elle aussi, qui est la fille d'une concubine, on pourrait dire presque une prostituée, donc il y en avait beaucoup dans ce monde-là, dans cette cour-là.
une concubine qui est apparemment attachée à Commode, et Commode lui est assez attaché aussi. Et il semblerait qu'elle soit chrétienne. On n'en est pas absolument persuadé, mais si elle ne l'est pas, en tout cas, elle est très proche des milieux chrétiens. Et elle influence Commode certainement pour une certaine tolérance, en tout cas, pour libérer des chrétiens qui avaient été emprisonnés. Mais il faut replacer ça aussi dans ce contexte polythéiste. Moi, je dirais que pour Commode, le Christ, c'est un dieu comme les autres, quoi. Donc, il n'y a pas de raison de se fâcher avec. Il va participer à des cérémonies d'Isis, il va participer à des cérémonies du culte de Cybèle. Pourquoi pas sa concubine est chrétienne ou philo-chrétienne. Bon, ça gêne pas. Ce qui est gênant pour les Romains, c'est pas tellement ce que pensent les gens. Au fond, ils sont très tolérants de ce point de vue-là, les Romains étant polythéistes. Mais il faut faire les bons gestes, quoi. C'est-à-dire, pour eux, il y a le culte impérial. Le culte impérial, c'est une sorte de religion civique. On commémore finalement le culte des bons empereurs. Il suffit juste finalement de jouer le jeu, quoi. Donc en fait, s'ils reprochent quelque chose aux chrétiens, c'était sur ça, surtout ça, de pas jouer le jeu de ce ciment de l'empire qui était le culte impérial. Après, les chrétiens pouvaient bien penser ce qu'ils voulaient. Je veux dire, les Romains étaient prêts à penser absolument n'importe quoi. Je veux dire, ils étaient très très ouverts par rapport à ça. Mais c'est vrai que du coup, peut-être que c'est un des apports du règne de Commode, on manque de sources pour l'affirmer, mais il a certainement pu être un moment où le christianisme a pu s'enraciner un petit peu plus, en tout cas à Rome, dans les milieux un peu importants, les milieux de pouvoir, mais il faut le resituer dans un contexte plus large. C'est vrai que l'époque de Commode, c'est une époque où, on va dire, dans l'aristocratie de l'État romain, les orientaux sont en train de pousser les occidentaux vers la sortie. On voit que tout l'entourage de Commode vient de ce qu'on appelle les provinces orientales, en fait, c'est-à-dire de langue grecque, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Asie mineure, la Syrie. Donc c'est des gens qui vont apprendre de plus en plus d'importance, qui vont coloniser, on peut dire, encore plus qu'il l'était auparavant, donc le Sénat. Les Antonins, c'est des occidentaux finalement, hein. Je veux dire, c'est Antonin le Pieux, c'était le petit-fils d'un Nîmois. Les Nîmois en sont très fiers, hein. Trajan, c'était un Espagnol. Quand on dit Espagnol, c'était des Romains d'Espagne ou de Gaule. Donc c'était ça finalement la dynastie des Antonins. Et Commode prépare finalement le terrain à la dynastie suivante, les Sévères. Et les Sévères, le septième Sévère, c'est un punique qui est marié donc avec une prêtresse syrienne. On voit que il prépare, sans le vouloir vraiment, mais il prépare le temps des Orientaux, quoi, ce glissement vers l'Orient, quoi. L'Empire bascule à l'Est. Merci beaucoup. Merci. Éric Tessier, donc je rappelle le titre de votre ouvrage, Commode, l'empereur gladiateur, un ouvrage paru chez notre partenaire, les éditions Perrin. Je vous remercie encore pour votre fidélité, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.